perdant son emploi de gardien d'immeuble à Paris, Tony a aussi perdu le droit de vivre dans son appartement de fonction avec sa femme et ses 2 enfants. La trêve des expulsions, qui a démarré hier, comme chaque 1er novembre, c'est un peu de répit pour toute la famille. C'est bien la première année où je me réjouis que c'est l'hiver, quoi. Parce que je suis protégée par la trêve hivernale. Mais ça règle pas mon problème pour autant, parce que qu'est-ce qu'on va devenir en avril? On oublie l'humain, on oublie l'humanité. La trêve hivernale des expulsions et les plans hiver pour les sans-abri n'y changeront rien. Les Français les plus démunis se sentent laissés pour compte, marginalisés. C'est ce que l'association ATD Quart Monde appelle désormais la pauvrophobie, un terme controversé pour désigner un rejet des pauvres qui se manifesterait de plus en plus ouvertement dans la société française. Dans le très chic 16e arrondissement de Paris, les riverains du futur centre d'hébergement pour sans-abri ont protesté bruyamment contre le projet. Riverains, mais aussi collectivités locales et administrations seraient plus hostiles envers les plus précaires, parfois taxés d'assister. Arrêté anti-mendicité, nouveau mobilier urbain pour dissuader les sans-abri de squatter les trottoirs, fermeture de centres de santé ou baisse des aides, ces nombreux exemples interrogent. Sommes-nous devenus moins solidaires et pourquoi? Détourne-t-on le regard par égoïsme ou par peur d'une pauvreté qui peut un jour toucher chacun d'entre nous? Bonsoir à tous les trois. Claire Hédon, bonsoir. Vous êtes présidente d'ATD Quart Monde qui précisément a lancé, et on va revenir sur la signification de ce terme, de ce néologisme, a lancé le mot pauvrophobie. Alors, un livre pour en finir avec les fausses idées sur les pauvres et la pauvreté, voici, qui est paru il y a un mois, le 3 octobre dernier. Vous estimez que la société française, Claire Hédon, a de plus en plus peur de ces pauvres. Ce qui est très difficile à savoir, c'est si les hommes politiques, qui disent aujourd'hui des choses qu'ils ne se seraient pas permis il y a quelques années encore, sont à l'origine ou sont responsables de ce raidissement que vous constatez. À côté de vous, Patrick Declercq, bonsoir, vous êtes anthropologue et écrivain. Vous avez collaboré à cette livraison de l'hebdo 1, que nous aimons beaucoup, intitulée, avec un peu de provocation et d'humour, Salaud de pauvres, sorti aujourd'hui en kiosque. Selon vous, Patrick Declercq, les pauvres, à leur manière, les gens qui vivent dans les rues, remplissent une fonction sociale, celle de rappeler aux gens normaux de ne pas trop faire l'andouille, sinon ils risqueraient de s'y retrouver à leur tour. Et à côté de vous, Nicolas Duvaux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste de la pauvreté et de la précarité. Vous enseignez à Paris 8. Selon vous, il y a un durcissement des relations sociales, car la partie la plus modeste de la population se sent menacée et elle a plus que peur d'être contaminée par la misère des autres. Nadia, je crois que ça intéresse pas mal de monde. Absolument. Et vous avez sélectionné une question d'un internaute. Téléspectateur, oui, un téléspectateur qui demande si la situation des pauvres en France, comment est-ce qu'on la compare avec celle des autres pays européens. Nicolas Duvaux, est-ce qu'on a la même définition de la pauvreté partout en Europe? Est-ce que ça se définit de la même manière? Oui, la pauvreté, elle est définie au niveau européen à 60% du revenu médian. Ça veut dire que sont pauvres toutes les personnes qui vivent dans un ménage. Alors attention, ménage, c'est pas pareil qu'un individu. Dont les revenus sont inférieurs à 60% du revenu médian. Mais le revenu peut varier d'un pays à l'autre. Voilà, le revenu peut varier d'un pays à l'autre. Donc c'est une définition relative de la pauvreté, c'est-à-dire qu'on considère comme pauvres des gens qui sont dans un écart avec le niveau de vie qu'on considère comme le niveau de vie d'un Français moyen, qui est trop important. Et vous nous redonnez le revenu médian en France? C'est 1 500 € à peu près, donc c'est à peu près 1 000 € pour le seuil de pauvreté. Et puis on a donc 8,5 millions de pauvres, 8,8 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté en France aujourd'hui, et 4 millions dans un seuil à 50% et 2 millions à 40%. D'accord. Donc on a un étirement très très important. Alors, Guillaume Roquette, on démarre avec un chiffre. Oui, un chiffre qui alarmant. Montre le phénomène de tension autour de ce sujet. Oui. 4, c'est le nombre de centres d'hébergement d'urgence qui ont été incendiés depuis la rentrée à Paris, dans l'Essonne, en Seine-Saint-Denis et puis plus récemment dans le Puy-de-Dôme. Centres d'hébergement pour migrants, mais pas seulement. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, Claire Hédon, ce genre de phénomène, où ça a toujours existé? C'est quand même nouveau d'aller jusqu'à des incendies de centres d'hébergement. Oui, ça quand même. Je pense que le regard qu'on porte sur les pauvres, en les rendant coupables de leur situation, je pense que c'est pas nouveau. Qu'il y a toujours eu ce regard de considérer que si les gens sont dans cette situation, c'est de leur faute. Et ça, c'est horrible pour les gens qui sont en situation de pauvreté. Et c'est une horreur quand on connaît la pauvreté, parce qu'ils ne sont coupables de rien du tout. Par contre, la société est coupable de cette situation-là et d'avoir mis ces personnes en situation de pauvreté. Mais donc il y a quelque chose qui est à la fois ancien, mais
il y a quelque chose de nouveau, une parole qui se, entre guillemets, libère dans le mauvais sens du terme, qui se décomplexe, et qui se permet de dire des choses dans la société, relayées par les politiques, mais qui relaient l'un et l'autre, les deux se mélangent, mais les politiques relaient aussi l'opinion de la société et se permettent de dire des choses qui ne sont pas vraies. Et entre autres, par exemple, que les pauvres sont des fraudeurs. Le Conseil d'État a dit en 2012 que la pauvre des fraudes est une pauvre fraude, justement. La fraude des pauvres est une pauvre fraude. Donc vraiment, c'est une fraude qui est minime. Et on met toujours l'accent là-dessus, sur les gens qui en profitent. Je veux dire, mais profiter du RSA, enfin, je veux dire, 520 € par mois, enfin, on vit pas avec ça. Ouais, on vit pas avec ça. Et souvent, enlever les aides au logement, donc ça fait en fait même 470. C'est rien du tout. Alors, Claire Hédon, pourquoi avoir forgé ces néologismes avec évidemment l'intention, je suppose, chez ATD Quart-Monde, que ça soit repris dans la presse et que ça fabrique et que ça crée une discussion? Alors, l'histoire, c'est il y a à peu près 6-7 ans, des militants Quart-Monde, donc des gens qui vivent en très grande pauvreté, nous ont alertés sur la discrimination dont ils étaient victimes à cause de la pauvreté. Ouais. C'est les refus de CMU par des médecins, c'est l'interprétation de couverture maladie universelle. C'est les cassos dans les cours de récréation, mais aussi utilisés par des instituts, par des travailleurs sociaux. C'est une famille à qui on refuse un logement, alors qu'avec les aides au logement, il y a ce qu'il faut, mais parce qu'ils sont pauvres. Donc les pauvres nous ont alertés là-dessus, les personnes en situation de pauvreté, il y a 7 ans. Là-dessus, on a alerté la HALD, on a fait toute une démarche. Il y a une loi en juin qui est passée pour un 21e critère de discrimination pour cause de précarité sociale et on s'est dit, il n'y a pas de nom pour dire ça. Et donc là-dessus, on a lancé finalement un débat pour savoir quel nom trouver et on a abouti à pauvrophobie. Donc voilà l'histoire de pauvrophobie. Le mot est percutant et en même temps, c'est une forme de culpabilisation. Il y a peut-être un danger, Patrick de Clercq, d'abord, on en rend presque un délit, le fait de dire, de critiquer les pauvres. Est-ce que c'est le meilleur moyen d'aborder le sujet? Ce mot-là, il existe, islamophobie, on s'aperçoit que voilà, parfois ça empêche de discuter et les gens qui le pensaient avant n'en pensent pas moins, donc ça ne sert pas à grand-chose. J'ai pratiqué la psychanalyse pendant 20 ans, dont je suis très proche de la psychiatrie. Le fait d'utiliser des termes qui ont une signification claire en clinique psychiatrique a tendance à me rendre un peu nerveux. Mais ce n'est pas de psychiatrie qu'il s'agit. La phobie, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est une pathologie. C'est une pathologie. Qui plus est, le mot est ambigu parce que phobie vient du grec et veut dire peur. Mais la peur, c'est pas tout à fait la même chose que la détestation ou la haine, justement. Donc, on mélange des choses et c'est compliqué. Cela dit, je comprends très bien la logique de cette affaire, qui est une logique à la fois de communication et de contre-idéologie, en quelque sorte. Donc, effectivement, ça joue son rôle. Simplement, du point de vue de l'origine psychiatrique de la phobie, je serais quand même de glace vis-à-vis de ce genre d'affaires. Et pourtant, indépendamment de rentrer dans ce poids de la pathologie, le statut des pauvres, et je n'ai été qu'un spécialiste de ce que j'ai appelé par mauvais goût les clochards, c'est-à-dire des SDF chroniques. Vous avez même vécu dans la rue, vous avez à leur contact. J'ai vécu dans la rue, j'ai passé du temps, très peu de temps, rassurez-vous, parce qu'au bout de 2-3 jours, on est épuisé. Épuisé, donc on ne prend plus de notes, on est épuisé, crevé. C'était il y a combien de temps? J'ai fait ça, la dernière fois que je me suis ramassé par la police était en 2000. D'accord. Mais et donc en tant que spécialiste de cette vie clochardisée, comme de cette vie clochardisée, mais c'est une horreur pérenne. Et là, je crois c'est la chose peut-être la plus fondamentale que je dirais ici, parce que les livres, on a peu de temps. Enfin bon, c'est les types qui font la mendicité. Personne ne fait la mendicité par plaisir. La question de la vie dans la rue est une question de survie immédiate. La mort est à quelques heures. Le SDF est un escargot. Il porte sa maison sur son épaule. Il faut vivre, il faut survivre. Donc, oui, bien sûr, il faut donner, si l'on sent encore un reste de fraternité. De solidarité. C'est justement l'objet de ce débat, précisément. Oui, Nicolas Duvaux, l'un des centres incendié intentionnellement, dont on parlait tout à l'heure, est un centre d'accueil pour migrants. C'est peut-être pas un hasard si ce sont deux sujets dont on parle en même temps, comme s'il y avait une espèce de superposition entre le visage du pauvre et celui de l'immigré, et un rejet peut-être commun du coup, comme s'il y avait une espèce de seuil de tolérance qui était atteint.
Ouais, il y a un amalgame qui est construit, qui est de plus en plus courant dans un certain nombre de discours qui flottent comme ça, qui associent ces populations et qui est extrêmement préoccupant. Parce que ça veut bien dire qu'une partie de la société cherche à tracer des frontières. Ça peut être des frontières physiques, ça peut être aussi des frontières morales, des frontières symboliques avec des parties de la société dont on considère qu'elles n'ont pas vocation à faire partie de la communauté nationale, de la communauté de destin. Je vous coupe une seconde, mais quand vous dites amalgame, mais en tout cas à Paris, c'est vrai que le visage de la pauvreté, il se superpose quand même avec celui de l'immigration. Le visage de l'extrême pauvreté, parce que la pauvreté est une condition beaucoup plus large. Il n'y a pas 8 millions, 8 personnes qui vivent dans la rue, il y a 150 000, 200 000 personnes. La pauvreté est une réalité beaucoup plus large, beaucoup plus généralisée. Plusieurs formes. Pardon qui prend plusieurs formes, qui est souvent très discrète, la pauvreté. Donc c'est les formes extrêmes de la pauvreté qui sont effectivement voisines des formes de migration, des situations qu'on voit. Et donc il y a de la part des riverains, de la part de la population, une forme de rejet qui peut s'installer par rapport au sentiment que simplement ce sont des nuisances. Alors Nadia, des discriminations incroyables que vous avez trouvées à propos du mobilier urbain contre les pauvres et les éventuels SDF. Oui, c'est ce qu'on appelle pudiquement le design défensif ou l'installation paysagère, qui ne sont rien d'autre que donc des dispositifs anti-SDF, donc un agencement de l'espace qui vise à repousser les sans-abri. On avait beaucoup parlé, c'était en 2014, de ce qui s'était passé à Angoulême. La mairie avait mis en place 9 bancs publics du centre-ville grillagés, donc on bouclait comme ça le soir pour empêcher les sans-abri de s'y installer. Ils avaient été retirés face aux réactions. Mais des dispositifs comme celui-là, il y en a partout et en réalité on les voit même plus. Dans le métro parisien par exemple, aujourd'hui on ne trouve plus aucun banc. On a systématiquement des sièges individuels ou alors des bancs étroits et très inclinés. Il y a un militant qui avait tourné cette vidéo pour montrer que c'était quasi impossible de s'installer pour la nuit sur ce type de banc. Et puis il y a aussi des initiatives privées pour limiter la présence des SDF dans l'espace public, des commerces, des banques, des agences Pôle emploi qui vont installer des pics métalliques ou des plots juste devant leur devanture. Et puis ce sont des choses qu'on voit également chez nos voisins, chez des particuliers. Devant les entrées d'immeubles, des copropriétés vont installer des cactus, des décos très imposantes, des structures en galets pour empêcher les SDF de se réfugier devant l'immeuble. Claire Hédon, qu'est-ce que ça traduit déjà et comment est-ce qu'on s'adresse à une famille qui refuse d'avoir un sans-abri en bas de chez elle? Vous l'avez entendu, c'est 150 000 à 200 000 personnes, les personnes à la rue, les sans domicile fixe, et c'est 8,5 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté. Donc on a tendance à se polariser sur ces personnes, à oublier tout le reste. Et je trouve qu'il faut aussi parler de ces 8 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, pour qui la vie quotidienne est excessivement difficile. C'est une pauvreté invisible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens changent de regard? Moi je pense que ça passe beaucoup par la rencontre. Parce que ce que vous m'interpellez sur quelque chose dont on est convaincu, c'est que c'est le regard sur les plus pauvres qui doit changer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens changent? Je pense que ça passe beaucoup par la rencontre. Parce qu'une fois qu'on rencontre les gens, on se dit finalement, oui, on fait partie d'une même humanité, on n'est peut-être pas si différents. Oui, ils ont eu des blessures dans la vie, ils sont cassés. Mais voilà. Après, en fait, je pense que ça dérange tout le monde, quelqu'un qui vit à la rue. Parce que je pense qu'on culpabilise tout ça. On culpabilise ou c'est un miroir? Oh, je pense qu'on est gêné quand même. On est quand même dans un pays riche. C'est quand même d'une indécence incroyable. On sait bien que dans les personnes sans domicile. Alors, vos voisins ont l'air... Pardon, mais vos voisins ont l'air plus perplexes. Oui, d'abord Nicolas Duvou et Patrick Leclerc. Il y a quand même un phénomène, c'est ce que les anglo-saxons appellent le nimby, c'est-à-dire not in my backyard, c'est-à-dire l'idée qu'on va rejeter les gens. On est solidaire en principe, mais pas en bas de chez soi. Et donc c'est pour ça que l'idée que la rencontre va permettre d'atténuer les clivages, et moi je ne crois pas du tout. Je crois que les riverains, les gens qui se mobilisent, qui manifestent, ils sont excédés par les rencontres quotidiennes avec de la misère. Parce que c'est vrai. Ils ne leur parlent jamais. Non, parce que s'il y avait des rencontres, il y aurait changement de regard. Si c'est une rencontre authentique où on parle avec les gens, on s'adresse à eux, on les écoute dans leur souffrance, mais ils les côtoient. Ils les côtoient dans l'espace public. Il peut quand même y avoir réalité de la nuisance. Enfin, pardon de dire les choses un peu crûment, mais c'est vrai qu'avoir un SDF en bas de chez soi, c'est du bruit, c'est des bagarres, c'est souvent pas facile à vivre. Y compris parce que ces gens ne savent pas où pisser, pardon d'être aussi trivial. Vous n'êtes pas trivial, c'est un des problèmes de la vie à la rue, c'est que l'être humain n'est pas fondamentalement étanche très longtemps. C'est quelque chose d'affreux, et en particulier pour les femmes, bien entendu. Ce n'est pas sans prix très réel. Alors, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a tant d'autres pauvres, etc. Bien entendu, je crois que la société en général, d'abord, je pense que l'être humain, en vieux freudien optimiste que je suis, le problème majeur de l'être humain, c'est lui-même. Voilà, ça, d'abord. Explique l'individualisme dans lequel on se trouve. Et ensuite, les autres.